accueillir le docteur Gilles Grosmont. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît, en tout cas, il a une certaine réputation, bonne réputation, je dois dire. Il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Santé animale et santé alternative. Donc, il est docteur vétérinaire dans son ensemble, mais s'intéresse tout particulièrement aux abeilles depuis quelques années et applique aux abeilles une méthode qui s'appelle la méthode PEPS, avec un certain humour qui le caractérise aussi. Et dans cette méthode-là est une solution, disons, ou alternative pour trouver une alternative surtout à la médecine vétérinaire classique. Donc là, nous sommes dans une médecine vétérinaire alternative qui souhaite respecter au mieux les caractéristiques et les besoins de l'abeille. Et cette médecine, mais je vais laisser parler ensuite notre hôte, est là pour maintenir un certain équilibre de santé. Donc l'approche est complètement inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire traitement chimique, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé, c'est très difficile de résumer tout un parcours comme ça très riche. Je tiens à signaler le site Solunature sur lequel vous pouvez vous rendre et trouver plein d'informations qui seront complémentaires de la présentation que nous avons le plaisir d'écouter dès maintenant. Voilà, donc je te laisse la parole, Gilles, si tu veux bien. Et merci beaucoup déjà pour cette soirée. Merci Agnès. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le thème de la soirée porte sur la santé des abeilles et le titre Portage de pathogènes chez les abeilles. C'est un titre qui probablement vous fait un peu poser quelques questions en disant de quoi va-t-il nous parler là. C'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est un titre que j'ai volontairement gardé parce que il aborde un sujet sous un angle particulier que je qualifierais un peu d'angle académique. Parce que aujourd'hui, et ça me donne l'occasion de faire quelques remarques sur la dérive constatée depuis quelques dizaines d'années sur la recherche, qui est une recherche absolument fondamentale, sur laquelle je m'appuie en permanence, mais qui progressivement est devenue de plus en plus académique et coupée du terrain. Et à partir de là, on arrive à des titres du type de celui que je vous propose ici, Portage des pathogènes chez les abeilles, qui, pour le plus grand nombre, n'évoque pas grand-chose, mais que je vais sous-titrer en vous disant, le sous-titre de mon intervention, c'est «Comment réduire la mortalité hivernale chez les abeilles». Et là, vous comprenez beaucoup mieux ce que j'ai envie de vous dire ce soir, parce que je l'ai abordé sous un angle purement clinique. Et c'est dans l'essentiel de mon intervention ce soir, cette approche qui me paraît fondamentale parce qu'elle est très proche du terrain et que j'ai une formation de clinicien. Depuis 50 ans, je m'occupe de santé animale et les questions qu'on me pose au quotidien sur des problèmes de santé, je dois y répondre d'une manière la plus pragmatique possible. C'est un peu ce défaut-là, cette construction-là que je vais essayer de vous présenter en vous montrant tout simplement que l'approche au niveau du projet que je vais vous présenter est d'abord une approche clinique. Et cette approche clinique, elle se fait en 3 temps, qui sont toujours les mêmes. Le premier temps, c'est une approche diagnostique, construit des hypothèses à partir de 150 publications que nous avons abordées. Je dois dire que sur ce sujet-là, c'est plus de 150 publications qui existent. Il existe des milliers de publications sur l'effet des pathogènes sur les abeilles. Et puis nous avons, puisqu'il fallait faire un diagnostic, essayé de définir un moyen analytique et nous avons choisi une voie particulière de la PCR que j'expliquerai tout à l'heure pour savoir quels sont les pathogènes en question et comment on peut les identifier et les évaluer. Le deuxième temps nécessaire, c'est, compte tenu de l'information qu'on a pu retenir à partir de l'analyse, quel est le pronostic qu'on peut poser? Est-ce que les choses vont bien se passer ou est-ce qu'au contraire on va à la cata? Et là, on va prendre en compte donc nos résultats d'analyse. Surtout, un point également très important, ce sont les commémoratifs qui sont transmis par l'apiculteur et puis notre expérience qu'on s'est construite au fur et à mesure dans les 5 dernières années et plus particulièrement dans les 3 dernières au sein de l'équipe et du rucher expérimental.
Enfin, dernier point, toujours dans la démarche clinique, qui est ce que l'on appelle classiquement le traitement, parce qu'on utilise des médicaments, et que j'ai moi traduit par la prise en charge, parce qu'on utilise un aliment complémentaire dans lequel je vais vous définir sa composition, ses modalités de distribution, sans oublier, et là c'est un petit alinéa que j'ai rajouté, le traitement anti-varroa qui doit être en cohérence avec ce que l'on va mettre en place. Notre travail a été récompensé cette année par un sommet d'or en donc 2023 et je vais vous en dire maintenant un peu plus sur ce travail-là. Pour revenir à l'action des pathogènes, on a aujourd'hui deux approches. Une approche que je qualifie de conventionnelle, qui est l'actuelle approche, et puis une approche qui est celle que l'on va vous proposer, qui est la notion de portage. Dans l'approche conventionnelle pour les pathogènes, aujourd'hui, mes confrères ou les techniciens sanitaires apicoles répondent à des appels des apiculteurs sur des symptômes qu'ils ont constatés, voire de la mortalité. Et on essaye, en mettant en place une certaine cohérence de raisonnement, en relation la mortalité avec le diagnostic du pathogène. Ça se fait la plupart du temps en confirmation post-mortem, avec là aussi d'énormes limites, parce que je trouve que la PCR en post-mortem perd beaucoup de sa pertinence, parce qu'il y a des dégradations du matériel génétique des pathogènes par des ARNases ou des ADNases. Et puis, lorsque les symptômes ou les mortalités se répètent dans un secteur, on va émettre un bulletin d'alerte pour prévenir les apiculteurs de ce qui se passe dans leur secteur. C'est ce qui a donné en France la construction d'un organisme qui s'appelle OMA et qui nous gratifie chaque année d'un état des lieux de la mortalité nationale qui se situe aux alentours de 30%. Ce que l'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une autre approche, cette notion de portage qui dit on va travailler en l'absence de symptômes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des abeilles qui sont en apparente bonne santé. On va essayer d'évaluer ce qu'en réalité elles nous cachent, c'est-à-dire quels sont les pathogènes qui sont en réalité dans leur organisme, voir si ce portage est important, faire une évaluation du risque sanitaire et surtout, ce qui est important, apporter des mesures qui vont permettre d'éviter l'effondrement des colonies. Et c'est là où peut-être la notion de présentation académique et de présentation clinique se sont dissociées, c'est parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas réellement de solution pour éviter la catastrophe, c'est-à-dire l'effondrement. Alors, dans notre partie diagnostic, hypothèse de travail, nous avons analysé, je n'ai retenu moi que 150 publications, c'est déjà pas mal, en abordant des pathogènes qui sont d'abord les nosémas, Nosema ceranae et Nosema apis, la loque américaine, la loque européenne. Nous avons retenu 8 virus et nous avons retenu 2 trypanosomes qui se sont venus s'accoler là très récemment parce que au fur et à mesure qu'on s'intéresse à ce portage des pathogènes, on découvre que notre entité, la France et la Belgique, puisque on est étroitement associés, nous avons autre chose que ce qui est fait classiquement. Et je vois par exemple sur un trypanosome qui s'appelle Lotmaria passim que ce trypanosome s'avère être pathogène, puisqu'il y a une publication récente qui montre à quel point il est capable de bousculer le système immunitaire des abeilles. C'est une très belle publication qui vient d'un pays renommé pour sa participation à l'apiculture, c'est la Slovénie, et qui montre qu'il y a 30% des colonies qui sont porteuses de ce trypanosome. Au passage, dans cet article, il est signalé que ce trypanosome concerne 9% seulement des colonies aux États-Unis, mais 90% des colonies au Chili et en Argentine. Et comme on sait tout le trafic que l'on a fait avec l'Argentine depuis quelques dizaines d'années, en échangeant du fait qu'on n'est pas dans le même hémisphère, des dizaines de milliers d'essaims venant de ces pays-là, je me dis que Lotmaria est probablement chez nous aussi. Donc, on vient de modifier et d'étendre notre euh, kit de diagnostic de façon à l'inclure avec Critidia. Critidia qui a été signalé, je vais dire, d'une manière absolument élégante, il y a déjà, en 2013 déjà, par des chercheurs belges qui nous ont montré à quel point il peut être pathogène quand il est associé à Nosema ceranae. Donc, nos hypothèses aujourd'hui est celle qu'il existerait beaucoup d'effets délétères sans symptômes apparents. Et ça, on va pouvoir vous le montrer très facilement. Et qu'il est urgent d'identifier ces pathogènes, de voir à quel point ils sont présents
dans une situation qui, pour l'apiculteur, est apparemment normale. On se situe très en amont de ce qui est fait jusqu'à maintenant, qui est plutôt un constat fait à partir de l'apparition des symptômes et éventuellement des mortalités sur le terrain. Donc c'est très en amont et on va essayer de montrer que même parce qu'on est très en amont, on devient très pertinent. Je vais prendre que deux exemples dans tous les pathogènes pour essayer de vous faire comprendre. C'est Nosema ceranae et puis je vais prendre quelques exemples à propos des virus. Nosema ceranae est une microsporidie, c'est-à-dire un pathogène unicellulaire très proche des champignons qui vit dans l'intestin de l'abeille, à la fois dans la partie canal, mais surtout dans l'épithélium intestinal. C'est un pathogène qui se présente sous forme de spore, très résistante dans le milieu extérieur, et qui, arrivé dans le tube digestif de l'abeille, va dérouler un dispositif très particulier qui s'appelle le tube polaire, qui va permettre d'injecter dans la cellule intestinale les deux noyaux qui se trouvent dans la spore. Et là, notre parasite va pouvoir allègrement se multiplier, reproduire son cycle. C'est un cycle que j'ai emprunté à Samuel Boucher, qui nous a fait un très bel ouvrage sur les maladies des abeilles. Et il va ensuite être rejeté dans l'intestin sous forme de spores qui, elles, vont continuer le renouvellement du cycle. Alors, pour bien comprendre ce parasite, il faut simplement se rappeler que ce parasite, dans les cellules intestinales, provoque d'énormes dégâts qui vont gêner le passage des nutriments et donc vont perturber l'alimentation de l'abeille parasitée. Deuxième point fondamental, ce parasite n'a pas de mitochondrie et de fait, pour son métabolisme énergétique, dépend très étroitement du métabolisme des sucres chez son hôte, c'est-à-dire qu'il va être à l'affût de tout ce qu'il va pouvoir prélever en sucre dans les cellules intestinales, les entérocytes, et dans le sang circulant de l'abeille, c'est-à-dire dans l'hémolymphe. Et on a deux périodes très différentes de la présence de Nosema ceranae, la période estivale et la période hivernale. Pendant l'été, on constate au laboratoire, surtout quand on fait une approche très fine, qu'il y a bien un phénomène de prédation, qu'il y a une diminution des performances de l'abeille, une diminution de la longévité des abeilles et un passage prématuré de l'état de nourrice à l'état de butineuse. Tout ça dans un contexte qui se passe, j'allais dire, à bas bruit, sans que l'apiculteur puisse constater des symptômes flagrants. Donc il y a bien un peu moins d'emails, un peu moins d'abeilles peut-être, mais tout ça, compte tenu des autres aléas qui peuvent être beaucoup plus perturbants, passe inaperçu. En hiver, on est dans une autre problématique complètement différente. Si l'abeille d'été a une durée de vie plus d'un mois, l'abeille d'hiver a une durée de vie de 5 mois par exemple. Et plus elle est âgée, et plus la population de Nosema va grandir au niveau de son tube digestif. Et là, l'effet parasitaire va peser de plus en plus, avec une diminution des performances des nourrices qui vont donner des générations d'abeilles d'hiver beaucoup moins performantes puisqu'elles ont été sous-nourries, avec pendant la période encore automnale un passage prématuré accéléré des abeilles d'intérieur et des abeilles d'extérieur, et puis quelque chose de très spécifique, c'est l'apparition en janvier-février de ce qu'on appelle une faim de sucre. Il y a une information qui arrive au niveau du cerveau de l'abeille qui la force à sortir, à butiner, à chercher des sucres à l'extérieur et qui malheureusement dans cette période-là d'inconfort total va aboutir à la mort de l'abeille à l'extérieur sans retour à la ruche. Cette faim de sucre, moi, me fait poser deux questions. Est-ce qu'il y a véritablement un lien de type nerf vague, comme on l'a chez les mammifères, entre le cerveau et l'intestin de l'abeille? Je n'ai pas vu de publication à ce propos-là. Ou est-ce que ce sont le microbiote de l'abeille qui, perturbé par cette hyper-présence de Nosema, va émettre des molécules qui, par le biais des hémolymphes, vont donner ce comportement particulier parce que quand elles vont être au niveau du cerveau, elles vont donner une information particulière. Voilà quelque chose qui aujourd'hui devrait sortir de simplement une description académique et aller vers des explications un peu plus poussées. Ça nous éviterait peut-être de constater ce que je vous montre maintenant, c'est-à-dire qu'à l'ouverture des ruches au printemps, on voit en bas de la diapositive des cellules entièrement vides, extrêmement propres, sans aucune abeille.
au-dessus, des, réserves en, pain d'abeilles qui sont très importantes, qui montraient qu'il y avait une très forte activité et au-dessus encore, des réserves en miel qui ont commencé à être désoperculées par le pillage. Voilà, c'est une, image très classique qui est le résultante de la forte activité de Nosema serranae, sur les colonies, mais pas que. On va passer maintenant, sur la deuxième approche des pathogènes, les virus, pour vous rappeler très simplement que les virus sont des parasites obligatoires, qui sont extrêmement simplifiés avec simplement une capsule et à l'intérieur un matériel chromosomique simple, soit ADN, soit ARN, qu'il y a une phase d'attachement aux cellules parasitées, pénétration, ouverture de la capsule et substitution de l'ARN messager de la cellule parasitée par l'ARN messager, par l'ARN tout court ou l'ADN de la du virus, pardon, qui va se substituer à l'ARN messager de l'hôte et va forcer la cellule parasitée à produire à la fois les protéines de la capsule et le matériel génétique du virus pour reconstituer des virus à nouveau. Et on a transformé la cellule parasitée en une machine à fabriquer des virus. Dans la relation entre l'hôte et le virus, on dit tout le temps qu'il n'y a donc pas d'organites intracellulaires, qu'on va emprunter ceux de l'hôte, que le virus est un parasite intracellulaire obligatoire, et on décrit deux formes aujourd'hui de présence de parasites chez l'hôte, des formes latentes qu'on qualifie de covert dans le langage international, qui concerne 100% des abeilles. Écoutez bien, il n'y a pas d'abeilles sans qu'il y ait portage de virus. Et il y a une accumulation intracellulaire, donc de un ou de plusieurs types de virus, jusqu'à ce qu'on passe dans la forme suivante, la forme clinique, où cette tolérance n'est plus possible et où on passe à une forme clinique dite overt, qui correspond à 2% des abeilles, entre 100% des abeilles porteuses et 2% avec des abeilles avec des signes cliniques, il y a ce fameux 30% de mortalité que l'on constate aujourd'hui. Et est-ce qu'elle est due uniquement aux pathogènes que je décris? Est-ce qu'elle est due à d'autres facteurs? On va essayer de voir dans ces 30% de mortalité quel est le poids des pathogènes parmi ces causes de mortalité. Alors, je vous mets très rapidement qu'on sait aujourd'hui comment se transmettent les virus d'une abeille à l'autre, avec une transmission verticale par la reine et par les faux-bourdons à tous les niveaux, à la fois à l'intérieur des cellules de la reproduction et à l'extérieur par les voies génitales, et une transmission horizontale sur laquelle je vais dire quelques mots supplémentaires, où Varroa destructor a un rôle très déterminant parce qu'il est capable d'inoculer les virus dans toutes les castes de la colonie et il est capable de multiplier certains virus, dont DWV. C'est quelque chose de fondamental et on voit bien que tant que Varroa destructor n'est pas dans un territoire, il y a un certain nombre de virus qui préexistent, mais qui sont plutôt dans le style de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire dans une forme invisible, dans une forme dite coverte. Et puis, dès l'instant où Varroa destructor arrive, on a une explosion des virus qui va être liée justement à ce phénomène de transport et de multiplication par Varroa. On a une transmission horizontale par trophalaxie. Des ouvrières nourrissent aux autres ouvrières, à la reine, au faux-bourdon et surtout au couvain. On a une possibilité qui existe, mais qui n'est peut-être pas la plus importante, par fréquentation des fleurs et donc absorption de pollen contaminé entre différentes populations d'abeilles, aussi bien des abeilles sauvages que des abeilles retournées à l'état féral. Et puis, on a aussi des transmissions possibles dans certains comportements qui nous sont très chers, comme le comportement hygiénique ou le grooming, et peut-être aussi par le cannibalisme. Donc, on a tous les moyens de se contaminer. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de comprendre quelque chose qui me paraît fondamental. Sur le schéma que j'ai fait ici, dans la partie gauche, vous avez le schéma classique, le noyau, avec son ARN messager émis et qui va aller en direction des petites unités de fonctionnement intracellulaire que sont les ribosomes et qui vont exécuter les messages transmis par l'ARN messager et construire par exemple des protéines. Si vous avez un virus qui est présent dans la cellule, il va, lui, avec son ARN messager, se substituer à l'ARN messager de
de la cellule hôte et va monopoliser une unité de fabrication et il est donc là, bien en place. Si on a des centaines d'unités virales, elles vont utiliser des centaines de postes de fabrication et surtout, si on a une multitude de variétés de virus, on va voir des, fonctions, disparaître au niveau, du fonctionnement cellulaire et c'est là-dessus qu'il faut être, très présent. On peut ne pas avoir de symptômes, mais de profondes altérations du fonctionnement cellulaire et là, je vous rappelle, ce sur quoi on travaille aujourd'hui en santé humaine, sur ce qu'on appelle les Covid longs et on s'est rendu compte que la présence longue du virus va entraîner des perturbations, comme par exemple celle que je cite, la modification de la sécrétion d'acétylcholine, qui est la molécule chimique de transmission de l'influx nerveux, avec tout un tas de bizarreries dans le comportement, des anomalies au niveau de l'immunité, en particulier les lymphocytes CD8 qui sont dédiés à la lutte contre les pathologies virales, va être complètement perturbé, ainsi de suite. Et la question que je pose aujourd'hui est qu'en est-il de la sélection que l'on pratique, puisque j'allais dire un peu pour vous provoquer, je dirais qu'on est toujours en train de sélectionner des polyhandicapés et je pense que nos schémas de sélection ont de très forts handicaps par rapport à ça. Et on voit que ce qui est sélectionné dans un cheptel, par exemple, ne l'est pas dans d'autres conditions, avec les mêmes abeilles transportées dans d'autres milieux. Et puis, je pose la question fondamentale, qu'en est-il des cheptels expérimentaux, où là, je vois très rarement un bilan sanitaire fait sur les abeilles qui entrent dans les schémas d'expérimentation. Et là aussi, je me pose une énorme question, quelle est la validité de certains résultats qui apparaissent par moments contradictoires, simplement, à mon avis, parce que derrière, on n'a pas le même portage viral, par exemple. Il n'y a guère qu'à propos de Nosema, où on fait souvent un bilan quand il s'agit de travailler sur Nosema. On essaye d'avoir des cheptels expérimentaux indemnes de Nosema et on va procéder ensuite à des inoculations de spores. Ici, je vous marque la présence démontrée des particules virales dans différents types de cellules et de tissus de l'abeille, aussi bien chez les butineuses dans des centres nerveux qui expliquent des troubles du comportement, que dans les glandes hypopharyngiennes avec les défauts de nourrissement qui suivent. Chez la reine, on sait que 100% des reines sont contaminées par des WV, maintenant plus B que A. On dénombre des quantités phénoménales de particules virales. Je suis en train de vous dire qu'on est dans l'ordre de 10 millions de particules virales par équivalent gramme. Même chose chez les spermatozoïdes. Donc, ça charge très fort. Et là, je vous montre quelque chose sur lequel je suis, moi, profondément attristé. Cette publication de Bertille Provost, elle a été faite il y a maintenant presque une quinzaine d'années, où elle a montré le travail qu'elle a fait sur les ovaires des rennes et montré que 100% des rennes étaient contaminées par des WV. À ce moment-là, on ne faisait pas la différence vraiment entre le A et le B, encore que le VDVA qu'elle signale, c'est tout simplement aujourd'hui le DWVB, que 50% des rennes étaient contaminées par BQCV, 20% par SBV, ainsi de suite. Elle a montré des photos avec des nécroses faramineuses au niveau des ovaires des abeilles. Et on en est resté là depuis 15 ans sur une connaissance purement académique du fait, en disant c'est très beau, elle a fait un très beau travail, ça nous plaît beaucoup, on remercie beaucoup pour cette information supplémentaire. Et il n'y a pas eu de réaction clinique par rapport à ça. Et je dis qu'on est tous coupables de l'état sanitaire actuel des abeilles, je vais y revenir, parce que comparé aux autres types d'élevage, on est à des années-lumière de ce qui est fait dans les autres productions. J'avance un peu pour vous raconter une anecdote que vous avez probablement vécue. On sait aujourd'hui que la dose infestante par rapport au virus varie selon la modalité d'introduction de ces particules virales. Par voie orale, il faut quand même quelque chose comme 10 milliards d'unités virales pour déclencher une pathologie chez l'animal qui a été infesté. Par voie parentérale, c'est-à-dire par injection, en particulier par inoculation par varroa destructor, il suffit simplement de 100 unités virales. Vous voyez la disproportion entre les deux voies de contamination. Et lorsque vous êtes avec une très belle colonie qui a produit par exemple 3 os et que très fier, vous enlevez brutalement les 3 os, vous, vous allez provoquer une compression brutale
de la moitié du volume. Toutes ces abeilles qui étaient réparties sur ce qu'on pourrait appeler deux corps l'équivalent de deux corps de ruche, vous allez tout ramener dans un corps de ruche brutalement, alors que certains s'émerveillent de la barbe que font les abeilles après le retrait des hausses. En réalité, on ferait mieux de procéder, j'allais dire, dans l'obligation même de restituer du volume, et en particulier d'amener une hausse vide immédiatement pour redonner un peu d'oxygène. Pourquoi? Parce que nos abeilles, qui sont très nombreuses, vont circuler dans les allées de ce volume réduit et vont se frotter les unes aux autres, provoquer des érosions de la cuticule, des poils qui vont casser, et vont se transmettre instantanément des charges massives de virus. Elles n'en avaient pas besoin, elles avaient, j'allais dire, c'est le meilleur moyen qu'on a de les inoculer, et on va voir la colonie progressivement perdre des forces et peut-être même s'effondrer totalement. Ça, c'est très typiquement une faute, une négligence, presque j'allais dire, un état, de maltraitance de l'abeille. Est-ce que vous imaginez, que se puisse se produire, une solution comme celle-ci dans une colonie sauvage qui est installée dans son arbre creux? Est-ce qu'on peut imaginer que brutalement son volume, va être réduit de 50? Non, jamais. Donc, on est nous à l'origine, brutalement comme ça, de situations de stress infligées et qui vont déclencher des pathologies virales. Mais je pourrais vous en citer plein d'autres. Et la notion de maltraitance associée à l'apiculture, ça pourrait un jour peut-être faire l'objet d'une communication particulière. Quand je prends l'opuscule qui a été, le petit livre qui a été publié par la FNOSAD sur Varroa, il y est très intéressant, et il y a un chapitre qui s'appelle Pathogénésie de la varrose. La varrose, on a rassembler tous les symptômes que l'on constate en cas d'infestation par varroa. Et quand je regarde l'ensemble des symptômes qui sont rappelés pour décrire la varrose, je vois que le premier symptôme, l'action spoliatrice, et le dernier, multiplication et transmission des virus, sont bien le fait de varroa. Mais que tous les autres intermédiaires, diminution des capacités d'apprentissage, diminution de l'immunité, diminution de l'efficacité des hémocides, c'est tout simplement le fait des pathogènes transmis par varroa. Quand on a fait le billet avec varroa, on en est avec d'ailleurs, j'allais dire quelquefois, une assistance un peu désuète, avec ces histoires de 50 virus résiduels. On n'a fait que la moitié du travail. Je suis vraiment désolé de vous le dire, il reste encore tous les pathogènes que varroa a transmis, en particulier les charges virales, qui vont accompagner les abeilles pendant l'hiver et aller faire joujou avec Nosema serranae, par exemple, et nous foutre un beau bordel. Donc, on a fait la moitié du travail. Ce qui me rappelle un jour, dans un concours que je passais, avoir été interrogé sur la division cellulaire, et j'ai traité, j'allais dire d'une manière assez complète, la mitose, et je me suis retrouvé avec une très belle note, 10 sur 20, parce que j'avais oublié la deuxième partie, la méiose, et cet exemple-là m'est toujours resté en tête. Il faut être parfaitement complet sur un sujet et pas traiter que la moitié du sujet. Alors, je vous ai fait un petit aperçu de notre démarche et des hypothèses. Il fallait compléter, pour être complet dans la démarche analytique, concevoir un outil pour procéder à ça. Et nous avons choisi la PCR dans une version particulière, la RT-PCR en temps réel, en nous associant avec un camarade de ma promotion, le professeur Michel Franck, qui a créé une société qui s'appelle Adénucléis, spécialisée dans la fabrication de robots pour pouvoir faire un nombre simultané important d'analyses en PCR. Et ensemble, nous avons défini un kit qui nous permet aujourd'hui, dans le même instant, de faire une investigation à propos des deux nosémas, Apis et Serranae, à propos de la loque américaine. Puis nous avons sélectionné un certain nombre de virus, ABPV, virus de la paralysie aiguë, puis virus des cellules royales noires, virus de la paralysie chronique, des ailes déformées, avec DWVA et B, virus Cachemire, virus du couvain saxiforme, virus de la paralysie lente. C'était notre premier kit, et aujourd'hui nous sommes en train de le faire évoluer pour y ajouter IAPV, le virus de la paralysie aiguë, le virus israélien, pour rajouter la loque européenne. Je ne faisais pas très attention à cette pathologie. Il semblerait que chez les amateurs, on ait un peu des difficultés à régler ce problème-là. Je me suis raccroché à Ascophera apis, dont le champignon
du couvain plâtré parce que je me rends compte que dans certaines régions, il pèse énormément et il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas une influence, même dans des cas où il est peu visible dans les colonies. Et puis j'ai rajouté ces deux fameux trypanosomes, Critidia mellificea et Lotmaria passim, qui semblent être de réels pathogènes, surtout lorsqu'ils sont associés Nosema apis. Donc nous avons essayé d'avoir un kit le plus large possible. C'est pas très facile de construire un kit avec des amorces qui soient, performantes et là, peut-être qu'on aura, avec d'autres labos, des échanges sur, la qualité des amorces. Nous, nous sommes alignés sur l'ANSES qui nous a donné, des informations très pertinentes là-dessus, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de guéguerre sur les amorces et que les publications qui sont faites là-dessus soit sous mal aux têtes, soit souvent incomplètes et que c'est pas à partir des seules publications, comme ça, privées, que l'on va pouvoir construire des amorces pertinentes. Nous avons choisi également, de faire, de travail, de la PCR en RT-PCR, je l'ai dit, parce qu'on a souvent des virus à ARN et puis nous avons choisi de compléter nos amorces avec des systèmes, qui permettent de, faire apparaître une luminescence chaque fois que l'on a un cycle qui est accompli et des amorces qui ont été, utilisées et comme ça, on obtient une courbe qui montre une phase d'initiation, chaque point correspondant à un cycle, une phase exponentielle, une phase en plateau, et qu'à un moment, elle traduit la ligne qu'on appelle la ligne de seuil, qui nous permet ici de dire, ben, lorsque on a atteint le cycle 24, par exemple, sur ma diapo ici, ça correspond à peu près à un niveau de portage que l'on peut identifier et mesurer. Bon, je vais y revenir là-dessus parce que c'est important. Comment concrètement allons-nous faire ce prélèvement? Ben, le prélèvement, il est tout simplement fait avec un récipient qui est envoyé par le laboratoire d'analyse, qui est tout simplement un contenant avec un couvercle qui permet de récupérer à peu près une cinquantaine d'abeilles. Quand on place ce récipient ouvert sur le trou, habituellement, pardon, excusez-moi, le nourrisseur, on peut le faire dans d'autres façons, en raclant tout simplement un rayon. Ne pas oublier de fixer auparavant un morceau de sucre par un scotch double face sur le couvercle parce que ce sucre est très important. Il est très rassurant pour les abeilles qui vont voyager et vont régulièrement gérer un peu leur stress en allant au contact de ce sucre. Et surtout, ce sucre nous permet d'obtenir, de garder des abeilles vivantes pendant un transport qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 jours dans des conditions des fois un peu bizarres. Nous tenons à travailler systématiquement sur des abeilles vivantes, où nous avons des pertes d'informations sur des abeilles mortes, et lorsqu'on doit conserver un échantillon, on le conserve à moins 80 degrés parce que sur une congélation à des températures plus basses, il y a toujours ces activités enzymatiques qui détériorent le matériel génétique. Le prix d'une analyse est de 145 € TTC. C'est le seul point où je vais vous faire investir, mais c'est un point fondamental, je vais y revenir là-dessus. Il y a également joint dans l'envoi qui est fait à l'apiculteur une feuille de commémoratif qu'il faut renseigner le plus précisément possible parce qu'elle est importante dans la prise de décision qui soit faite. Donc, les résultats qui sont fournis à l'apiculteur sont exprimés en cycle thermique parce que pour nous, en tant que cliniciens, c'est un moyen très commode et très rapide d'évaluer les populations de pathogènes. Je fais moi-même pour le moment le commentaire de toutes les analyses qui nous parviennent parce que depuis le nombre d'années que je travaille sur la méthode, il me semble qu'avec toute l'équipe, on a acquis une certaine expertise pour évaluer les risques de mortalité et on propose un protocole qui est un protocole immédiat et un protocole différé à 6 mois ou 1 an plus, de façon à ne pas laisser l'apiculteur dans le flou afin qu'il puisse un peu savoir dans quelle direction il faut qu'il insiste le plus. On a une confidentialité garantie, donc ne comptez pas sur moi pour vous donner, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais sans qu'il soit fait allusion à un quelconque type d'apiculteur. À ce titre-là, aussi bien le labo d'analyse que moi-même, nous avons tous les deux gardé notre attache et nos numéros d'agrément par le Conseil de l'Ordre qui nous oblige à cette confidentialité liée à l'exercice de notre profession. Vous avez ici comment on peut résumer un peu notre méthode. Abeilles vivantes sans symptômes, un prélèvement. On a fait au cours des années où on a suivi jour après jour notre rucher expérimental, la preuve pour le moment
qu'un seul prélèvement peut être suffisant dès l'instant où où les abeilles ont cohabité sur le même site pendant à peu près une année. Donc, on va revenir là-dessus. Je vous rappelle qu'on travaille avec la notion de cycle et je donne là quelques évaluations du nombre de particules virales par abeille en fonction des cycles. Entre 32 et 42 cycles, on estime qu'on a une population extrêmement faible, entre 100 et 1000 particules par abeille. Et là, on sait on signale la présence, mais pour nous, cette présence est totalement asymptomatique et ne présente pas un risque énorme. Entre 22 et 32, on rentre maintenant un peu plus dans le dur, entre 10 puissance 5, voire 10 puissance 7 particules virales par abeille. Et là, on est dans une situation qui peut à tout moment basculer vers des situations pathologiques. Et puis, on a la partie à haut risque qui, nous, se situe en règle générale entre 12 et 22 cycles, où là, on peut aller jusqu'à 10 puissance 12 particules par abeille, où on est véritablement dans une situation de catastrophe. On passe maintenant à nos résultats. Qu'est-ce que, globalement, nous avons, aujourd'hui comme résultat sur les prélèvements qui nous arrivent? En termes de virus, il est évident que, c'est DWVB qui domine dans 85 des résultats des prélèvements qu'on reçoit. DWVA dans à peu près 15 et même quelquefois absent complètement. Le couvain saxiforme, de plus en plus fréquent et on constate que plus les effectifs sont importants et plus SBV est présent. Pareil pour BQCV, avec toujours, je l'ai mis en face, pas de symptômes. Ouais, les gens sont très étonnés en disant: «Mais comment du couvain saxiforme? Mais j'ai jamais eu de symptômes. Mais oui, mais pourtant il est fortement présent». On a même eu un cas où SBV était tellement présent, avec des taux tellement élevés, qu'il avait complètement shunté DWVB. Et ça a été décrit dans la littérature, on l'a déjà constaté aussi. On a pas mal de cas de paralysie chronique, la fameuse maladie noire, entre 40 à 60 des prélèvements qu'on reçoit. Et là, par contre, on a souvent des symptômes associés parce que les gens ont peut-être tardé et ont réagi quand ils ont vu les premiers symptômes. Et puis, on a tout le groupe dit acquis, ABPV, KBV-IAP, où on a, nous, un peu de mal à savoir qui fait quoi et qui est quoi. On a, avec nos amorces, une très belle réactivité par rapport au virus Cachemire. Il y a certainement des proximités génétiques entre ces trois virus. Ils sont présents. Pour nous, ABPV est peu présent, probablement parce que c'est un virus qui peut déterminer à tout moment un effondrement rapide des colonies. C'est peut-être pour cette raison qu'on ne le détecte pas d'une manière très importante. Parmi tous les autres pathogènes, Nosema apis, présent entre 2 et 3 donc alors que je pense qu'on aurait fait les mêmes analyses il y a 50 ans, il était présent peut-être dans certaines régions jusqu'à 100 des pathogènes de l'abeille. Je pense par exemple à la région des Vosges ou de la Haute-Saône ou peut-être éventuellement de l'Alsace. Toutes les zones où on fait une récolte tardive sur les résineux. Nosema serranae, ah oui, c'est 45 en moyenne. Et puis, je pense que plus on va vers le sud de l'Europe et plus Nosema serranae est présent. On n'a pas fait pour l'instant d'échantillons venant d'Espagne, mais on va retrouver certainement des chiffres plus importants. La LOC européenne, eh bien, on ne sait pas puisqu'on vient d'introduire on n'a pas aujourd'hui suffisamment de résultats pour pouvoir donner un chiffre précis. Mais par contre, on a depuis le début détecté la LOC américaine dans à peu près 5% des résultats qu'on publie. Et je vous le dis tout de suite, avec un résultat merveilleux, il est très facile d'éliminer la LOC américaine, ce qui pose aujourd'hui une vraie question. Quelle doit être notre stratégie vis-à-vis des foyers de loques américaines? Pour ce qui est de Ascophera apis, Critidia, lotmarien, pas non plus de résultats pour l'instant à valeur significative d'un point de vue statistique, donc tous les points d'interrogation que j'ai mis dans le tableau. Voilà, je vous présente aujourd'hui comment se présente le résultat des analyses réalisées. Vous voyez que d'un point de vue, j'allais dire optique, on voit tout de suite qu'il y a des dangers, ce sont les lignes apparues en rouge, des présences, les lignes apparues en jaune, et puis on aurait en intermédiaire des zones préoccupantes, mais pas encore dans des zones pathogènes.
Quand vous regardez bien, Nosema ceranae, 19 cycles, on est déjà dans une zone fortement à risque. Pareil pour BQCV et puis pour ce qui est de la partie varroa, on est dans la zone qui est, je veux dire, tout proche de la chute de la colonie, simplement par une infestation varroa. On rappelle dans les commentaires à cet apiculteur le côté, très sérieux de 3 pathogènes. On lui signifie, qu'il y a, probablement un traitement antivarrois insuffisant, soit parce qu'on a un phénomène de résistance, soit parce que le protocole est mal, appliqué et on lui signale, à travers les commémoratifs qu'il nous transmet, qu'il a une pratique à haut risque. C'est-à-dire que le fait qu'il achète chaque année de nouveaux essais, année après année, accumulé virus après virus, parce que venant d'effectifs différents, eh bien, il va faire rentrer des virus différents. Et là, c'est aujourd'hui un des grands risques, le scandale sanitaire aujourd'hui dans lequel se trouvent les effectifs apicoles est tout simplement lié au commerce, j'allais dire débridé qu'il y a eu tout autour de la planète, de commerce de rennes, commerce d'essaims, sans véritable règle sanitaire. Cet état-là est inadmissible, même s'il est compliqué, il y a des règles élémentaires que l'on aurait dû mettre en place, qui sont des règles qui sont déjà mises en place dans toutes les autres productions animales et qui font que, par exemple, si je prends l'exemple de la mortalité dans un élevage intensif de poussins, par exemple, un échec est quand on a 2% de mortalité. On dit c'est un mauvais techniquement. Aujourd'hui, on est très heureux de publier chaque année, après année, à 30 ou 35% de mortalité. C'est totalement inadmissible. La situation, on le signale donc à l'éleveur que c'est une situation à risque. Bien en accord avec les commémoratifs qu'il nous a donnés, en particulier son traitement antivarrois et le fait qu'il introduise des essaims chaque année. Et on lui donne son protocole qui va être d'aller systématiquement, tout de suite, dans l'immédiat, puisqu'il y a urgence, à 5 passages de Bifoul Plus. Ce qui va peut-être vous dérouter, et je reviendrai là-dessus, c'est le fait que, quels que soient les pathogènes repérés, on a toujours la même réponse, c'est-à-dire Bifoul Plus, un mélange d'oligo-éléments et d'huile essentielle, à raison d'une présence dans un sirop de stimulation 50-50, 8 millilitres par litre, 1 demi-litre par passage, toutes les 48 heures. Et à partir de là, on va définir un nombre de passages, de 4 à 8 passages, selon le pronostic que on aura émis à partir des commémoratifs et à partir des analyses pratiquées. Donc, je vais vous expliquer ensuite pourquoi c'est toujours la même réponse, parce qu'en réalité, on n'est pas avec un médicament à destination d'un pathogène spécifique, on est vers l'accompagnement du système immunitaire. Et c'est le système immunitaire qui, lui, va se diversifier pour attaquer les différents pathogènes. On aborde le deuxième volet, on vient de voir un peu survoler la partie diagnostic, on va attaquer la partie pronostic. Et la partie pronostic dit, on va prendre en compte les résultats d'analyse. Tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'à propos des virus, le moins pathogène qu'on ait rencontré, c'est un effectif où il n'y avait que 3 virus. Donc, soyez rassurés, si vous faites les analyses, vous allez voir la belle collection que vous avez. En sachant que plus on augmente la collection et plus le risque est élevé. Entre 6 et 10 virus, la situation commence à être compliquée. On va également prendre en compte la charge de chaque virus elle-même à travers les cycles. On a dit 32 à 42, c'est une présence simplement signalée. De 22 à 32, c'est une présence à risque qui commence à être élevée. Et de 10 à 22, on est vraiment dans une zone très préoccupante. On va également prendre en compte les virus avec une relation très particulière avec Varroa destructor, DWV parce qu'il y a en même temps multiplication, mais BQCV et SBV parce qu'il y a un risque de démarrage dès le stade larvaire. Pour Nosema, Nosema, c'est la bête noire des pathogènes parce que Nosema va avoir un poids énorme sur les abeilles d'hiver avec une relation avec tous les autres pathogènes. Et dans les autres pathogènes, on va essayer de vous préciser au fur et à mesure le poids pris par les nouveaux pathogènes qu'on a introduits dans notre kit. Je n'oublie pas les pesticides, c'est simplement aujourd'hui, on parle des pathogènes. Les pesticides, bien sûr, qu'ils soient agricoles ou apicoles, ont un rôle dans la capacité de réaction des abeilles. On prend également en compte
le regroupement possible des pathogènes. Certains pathogènes vont être très spécifiques au couvain et on voit que, par exemple, les loques, combinés avec certains pathogènes, spécifiques à certains virus présents dans le couvain, c'est une situation à risque. Pareil quand on va trouver Nosema, combiné à des trypanosomes. Pareil pour les virus qui sont spécifiques des centres nerveux. C'est je vais dire, un critère supplémentaire pour nous, pour apprécier le degré de dangerosité du résultat des analyses. Le pronostic prend en compte les commémoratifs transmis par l'apiculteur. Et là, je suis désolé, mais on reçoit de ces brouillons. Il faut faire un effort pour écrire. Je sais bien que c'est pas aujourd'hui la mode, mais et pour prendre 5 minutes là-dessus, on a besoin de savoir quel est votre niveau de mortalité hivernale ou d'autres mortalités dans la saison, dans les années précédentes. C'est un point fondamental. Si vous nous consultez en disant, moi, je n'ai pas de mortalité, je me demande pourquoi. Est-ce que c'est simplement une curiosité exacerbée que vous voulez assouvir? Je ne sais pas. Si au contraire, vous avez des mortalités élevées et que vous réagissez seulement maintenant, eh bien, j'allais dire, il est temps que de réagir. Les modalités de renouvellement du cheptel apicole sont importantes. Si vous faites de l'élevage chez vous, si vous faites simplement des divisions, vous allez travailler avec vos pathogènes. Mais si par contre, comme on le voit très souvent, on a des écharts répétés, soit des singes, soit de rennes, vous avez une accumulation permanente de pathogènes. Les pathogènes ne font que s'additionner, jamais se soustraire. On a besoin de connaître vos modalités de traitement antivarrois. Et là, malgré toutes les informations qui circulent depuis plus de 20 ans, on voit qu'encore le traitement antivarrois est traité d'une manière approximative. Et donc, même si moi je crie un peu en disant attention au traitement excessif, quand je vois que par exemple, j'ai vu proposer là très récemment un traitement à l'acide oxalique par évaporation, par fumigation, aller jusqu'à 3 voire 5 traitements hivernaux, je me dis: «Mais ils sont devenus fous, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là-dessus?» On veut également, connaître la nature et la fréquence des apports que vous faites en sucre et en protéines, parce qu'il y a aussi des effets délétères au niveau de l'alimentation. Mais ça, c'est un autre sujet. À partir de là, entre en compte, notre expérience de l'équipe. Une expérience qu'on a acquis au cours des 3 années de suivi. Alors, on avait un cheptel expérimental limité, 15 ruches, mais qu'on a observé au quotidien, avec un nombre impressionnant d'analyses, faites là-dessus, de façon à ce qu'on ait pu bien, voir, comment, dans quelles conditions s'installe une situation à risque, comment on voit apparaître l'effondrement, comment, on a, constaté aussi la possibilité de la transmission verticale, à quel point elle était présente et comment, quand on a un certain nombre de pathogènes, eh bien, dans les ruches filles, on va retrouver ces mêmes pathogènes. Comment on a une uniformisation du portage des pathogènes et comment, en quel point, j'insiste beaucoup et des fois je l'écris en très gros, il n'existe pas de virus anodin. Et on s'est fait une opinion également sur la réaction des colonies à l'administration de Bifood Plus. Ça, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'assurance parce qu'on a pu constater que très vite les colonies réagissent avec une reprise de la ponte qui est une reprise phénoménale, extrêmement rapide. C'est un délai de quelques jours seulement. Et donc, à partir de là, on a une confiance absolue, un peu dans notre outil, mais beaucoup dans la réactivité des abeilles, puisqu'elles sont à l'origine de cette évolution. À travers, les ruchers des apiculteurs, nous nous sommes fait aussi une opinion sur, je l'ai dit et je répète, l'état sanitaire très préoccupant des colonies, des erreurs énormes aussi, beaucoup sur les transhumances. Quand vous imaginez le nombre de colonies qui arrivent brutalement sur le plateau de Valençol, sur les lavandes, vous pouvez imaginer, les échanges de pathogènes qui se font à ce niveau-là. Et puis, ce qui aujourd'hui nous conforte un peu, c'est, et ben, un peu, quand je dis beaucoup, puisqu'on est comme sur une sorte de petit nuage là, le retour terrain de ce que nous avons mis en place cet automne et qu'on est en train là de valider en ce moment. On a des résultats qui sont au-delà de ce que nous pouvions espérer. Maintenant, on va aborder la dernière partie, la prise en charge. Je vais aborder la composition du Bifool Plus, son protocole de distribution et je vous rappellerai encore toujours qu'il faut faire un traitement anti-varroa qui soit cohérent et bien en adéquation avec vos pratiques apicoles. Le premier point, si on veut comprendre ce qu'est la santé, c'est de prendre en compte notre environnement planétaire.
si je vous fais un petit recul, alors je vais être un peu académique là, dans cette partie-là, mais elle est importante parce que je considère que la connaissance académique des faits est quelque chose de très complémentaire de la connaissance clinique. Donc, je reviens à l'idée, aujourd'hui, il existe sur notre planète 2 paramètres fondamentaux, l'eau et l'oxygène. L'eau parce que depuis les 3,5 milliards d'années qu'existe la vie sur la Terre, ça fait seulement 500 000 ans qu'on est sorti du milieu aquatique. Et on voit que l'eau nous marque. Je vous rappelle simplement que quand je prends l'exemple d'une abeille, c'est à peu près entre 85 et 90% d'eau qui la constitue, même si on a l'impression que c'est un animal un peu sec d'apparence et l'oxygène qui fait partie de l'air qui entoure la planète et qui est à hauteur de 20% de la composition de l'air, qui était probablement déjà à ce niveau-là quand est apparue la vie sur la Terre. Donc, quand on est passé de l'eau à la Terre, c'est-à-dire il y a à peu près 500 millions d'années, où les premiers végétaux se sont mis en place, et quand l'abeille est apparue il y a à peu près 100 millions d'années, voire un peu moins, elle était déjà dans l'état actuel. Et donc, je m'arrête sur deux aspects de l'utilisation de l'oxygène de l'air que l'on respire. Le côté métabolique, chaque fois que l'on produit un effort, on va consommer de l'oxygène, en particulier dans deux directions particulières, le travail musculaire ou la production de viande ou la production de lait. Mais chaque fois qu'on consomme de l'oxygène, on va aller vers la performance au détriment de la production de molécules déséquilibrés qui sont des résultats de l'utilisation de l'oxygène et qu'on appelle des radicaux libres oxygénés qui aboutissent nécessairement dans tous les cas au vieillissement des tissus dans lesquels se déroule ce métabolisme énergétique. Et de l'autre côté, quelque chose auquel moi je suis particulièrement attaché, qui s'appelle l'immunité innée, c'est-à-dire l'immunité qui est présente dans tous les individus vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, et qui se traduit par, dans le premier contact avec le pathogène, par le fait qu'il y a un déversement de composés oxygénés sur le pathogène qui va aboutir nécessairement à la mort d'un grand nombre de pathogènes, mais avec des effets délétères. Un peu comme on a d'un côté le vieillissement, de l'autre côté, on a des effets secondaires très préjudiciables sur les tissus sur lesquels se déroule cette phase-là de l'immunité. Alors, on va essayer de comprendre en quoi l'immunité peut aujourd'hui être une partie auquel il faut s'intéresser. Chez l'abeille, dans l'immunité individuelle, on distingue l'immunité de barrière, l'immunité cellulaire, l'immunité humorale et l'immunité liée à l'ARN interférent. Chez les mammifères, quand je fais la même chose, je vois qu'il y a aussi une immunité innée avec les mêmes phases, immunité de barrière et immunité cellulaire. Et dans les deux cas, je vais compléter chez les abeilles par l'immunité sociale qu'on ne va pas développer et chez les mammifères par l'immunité liée aux anticorps. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque je clique, je fais cet entourage vert, je m'arrête sur un stade particulier de l'immunité qui s'appelle l'immunité cellulaire. Et là, je fais une petite parenthèse pour dire, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne s'arrête pas plus sur ce type d'immunité qui est très bien référencé chez les mammifères et qui est encore un certain fouillis chez les abeilles. Pourquoi en est-on là? Pourquoi est-on aussi peu clair là-dessus? Parce qu'il y a, toujours à mon histoire, j'en veux un peu à mon histoire de connaissances académiques, eu des circonstances qui fait qu'on a un peu sauté à pieds joints cette phase-là, pour aller vite sur l'immunité humorale, parce qu'en 95, on a eu un prix Nobel français, qui a, parlé de cette immunité-là avec les voies de signalisation TOL et IMD. C'était chez, la drosophile, la mouche du vinaigre, et on a voulu voir si c'était la même chose chez les abeilles. On a été rassurés, c'est bien la même chose, mais on a passé quelque chose comme 10 ou 15 ans sur ce problème-là et les peptides antimicrobiens. Et puis, aujourd'hui, avec l'ARN messager et les possibilités de vaccination, on s'arrête beaucoup sur l'ARN interférent. Parce qu'en plus, on s'est rendu compte que l'ARN interférent existait chez notre ancêtre universel, le cas, et que peut-être qu'il y avait quelque chose à prendre là-dessus. Je signale quand même que l'ARN interférent chez notre ancêtre universel, ça n'était pas un mécanisme de l'immunité, mais simplement un mécanisme de régulation des populations. Et que ce mécanisme-là, s'il est très élégant,
très efficace quand il y a un virus. Quand il y a une multitude de virus, il est quand même un peu empêtré dans son mécanisme. Donc, ayons l'humilité de revenir sur cette partie immunité cellulaire qui est systématiquement, aussi bien chez les végétaux que chez les animaux, le premier contact, à part la barrière, avec le pathogène. Et là, on va rentrer dans des choses qui sont similaires entre les mammifères et les abeilles. C'est une immunité pardon, qui est instantanée chez l'abeille, différée de 2 à 4 heures chez les mammifères parce qu'il faut assurer la migration des cellules de défense jusqu'au foyer infectieux. Elle s'adresse à tout type de pathogène. Là, j'insiste bien là-dessus. Elle va utiliser dans les 2 cas les mêmes molécules, les mêmes outils qui sont des radicaux libres oxygénés, qui sont soit le peroxyde d'hydrogène, soit le monoxyde d'azote, soit le radical hydroxyle, soit l'oxygène singulaire. Et je dirais même, elle est probablement plus performante chez les abeilles parce que je vois apparaître un terme qui s'appelle phénoloxydase, que je ne trouve pas chez les mammifères. Elle est bien connue heu, chez les mammifères avec, une classification des cellules qui interviennent avec, pour chacune un rôle bien particulier. Chez les abeilles, c'est un peu le foutoir pour le moment. Les phénomènes dans les 2 cas sont des phénomènes qui sont extrêmement violents, très rapides, qui donnent dans les 2 cas des dégâts collatéraux et pour lesquels on a des solutions pour éviter ces dégâts collatéraux qui sont strictement identiques dans les 2 cas. Chez les mammifères, ce sont les antioxydants naturels venus des végétaux, de ce qu'on appelle le métabolisme secondaire des végétaux. Chez dans le pollen, ce sont des antioxydants que je vais vous montrer tout de suite après. Et puis, on a dans les 2 cas des systèmes enzymatiques qui sont des modérateurs des effets secondaires et en particulier un complexe qui est universel du fait de l'existence de l'oxygène dans l'air qui entoure la planète, c'est le complexe zinc, cuivre, manganèse, sélénium. Et je suis désolé, mais autant on commence à comprendre les relations entre ces oligoéléments chez les mammifères, pour l'instant, chez les abeilles, ça me paraît encore très improbable dans les explications qu'on peut donner. Je suis désolé, mais il faut que j'enfonce le clou pour qu'on comprenne bien. Il y a une production massive de composés qui sont destinés à tuer les pathogènes chez l'abeille. C'est le monoxyde d'azote au niveau des cellules de l'intestin et au niveau des cellules figurées de l'hémolymphe. Aujourd'hui, on distingue des termes comme phagocytose, mélanisation, encapsulation. Le terme phagocytose, on le retrouve chez les mammifères avec toute une série d'étapes qui sont très significatives, qui sont mal explicitées encore chez l'abeille, mais on va être patient. Et pour contrôler ces effets délétères de l'immunité cellulaire, on trouve des moyens qui sont l'équivalent des polyphénols chez les végétaux consommés par les mammifères. On a des noms comme quercétine, campérol, qui sont des petites molécules présentes en très petite quantité, mais qui sont avec des effets de protection des moyens de défense de l'abeille, des moyens de détoxification également, qui sont fondamentaux. Et on peut retrouver des oligoéléments à travers ceux qui sont présents dans le pollen, parce qu'on va pouvoir reconstruire là des moyens de contrôle du système immunitaire à travers des systèmes enzymatiques qui s'appellent superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, voire catalase avec le fer. Malheureusement, ces oligoéléments, qui sont essentiellement apportés par le pollen, sont des oligoéléments qui se font de plus en plus rares et de plus en plus déséquilibrés du fait de la perte de biodiversité. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un complexe qui, justement, va permettre de modifier cette insuffisance d'apport dans l'alimentation des abeilles. Au passage, la façon dont on utilise les oligoéléments pose une question fondamentale. Jusqu'à maintenant, on a considéré les oligoéléments comme étant des catalyseurs, c'est-à-dire des éléments qui vont faciliter tout un tas de réactions biochimiques et qui permettent d'économiser en particulier l'énergie. Eh bien, dans notre utilisation aujourd'hui, il faut les considérer non plus comme des catalyseurs, mais comme des acteurs principaux dans l'immunité. Et donc, c'est toute une stratégie différente que notre pratique permet aujourd'hui de signaler et qui va interroger d'ailleurs sur le contenu réglementaire dans l'usage des oligoéléments.
Alors, par rapport à ces oligoéléments, on travaille régulièrement dans les autres espèces animales avec un outil que j'aime beaucoup, qui est une torche à plasma couplée avec un spectre de masse et qui nous permet de voir la répartition des oligoéléments chez les mammifères en particulier et chez les ruminants qui sont notre cible principale. On a fait la même chose à propos des abeilles et à partir d'une solution totale des abeilles, on a mesuré dans notre appareil les quantités d'oligoéléments. Et on a vu que, par exemple, entre une colonie sauvage qui est à 300 mètres d'un des ruchers et une colonie de notre rucher expérimental, on avait, parce qu'elles ont la même alimentation, des répartition extrêmement voisine en oligoéléments sélénium, manganèse, zinc, cuivre. Vous pouvez regarder sur le tableau, il y a vraiment une juxtaposition. Et on a également fait le même constat à propos d'une colonie numéro 23, issue de la colonie B, où on avait fait un apport d'oligoéléments pendant la période d'élevage. Et on voit que les larves issues de cette complémentation ont bien reçu les oligoéléments qui ont été distribués. Et vous voyez, si vous regardez le graphique en bas, que les deux colonies férale et sa voisine ont des courbes qui se superposent, et la colonie fille en rouge qui se dégage complètement par rapport aux deux autres et qui montre qu'elle a fortement assimilé. C'est la première fois qu'on a démontré que la distribution du nourrissement en petite quantité à travers du sirop de stimulation toutes les 48 heures était destinée aux larves je suis très fier de cette démonstration-là parce que jusqu'à maintenant, on était en usage empirique de cette modalité de distribution et aujourd'hui, on voit qu'elle est singulièrement récupérée par les larves et je dirais au passage par la reine, puisque les deux sont nourris par les abeilles nourrices. Ça, c'est un point très important. Malheureusement, on doit répéter les passages, on peut aller jusqu'à 8 passages, mais on est en train de travailler sur une distribution à effet retard. Et là aussi, on se pose la même question. Est-ce que notre distribution à effet retard aura la même cible de distribution? Est-ce que ce seront bien les larves et la reine qui vont être les récepteurs de cette distribution? Toujours pour notre histoire d'oligoéléments. Ici, j'ai extrait un travail qui a été fait déjà il y a une dizaine d'années, en 2017, sur un troupeau de vaches qui avait des foyers infectieux chroniques au niveau de la mamelle, qui était la présence de staphylocoque doré. Vous voyez, c'est les mamelles normales ont un taux cellulaire, c'est-à-dire de cellules de défense inférieur à 300 000, voire à 100 000. Et vous avez dans la ligne du haut des vaches qui ont des taux cellulaires à 2 millions ou plus de 400 000, qui sont des vaches infectées avec la distribution telle qu'on le trouve aujourd'hui, standardisée par les travaux que l'on a faits, on a obtenu 2 mois plus tard des vaches qui sont redevenues à des taux cellulaires très bas et la disparition du staphylocoque doré qu'elles abritaient. Voilà, là on a fait simplement qu'accompagner le système immunitaire par le biais des oligoéléments distribués d'une certaine manière. Pour ce qui est des huiles essentielles présentes dans Bifool Plus, c'est un travail qui a été fait il y a très longtemps, en 2008, où on a pris, là encore, les mamelles des vaches comme, j'allais dire, sujet pour les pathogènes qu'elles abritent, en particulier le staphylocoque doré. Vous avez là, dans le schéma que je vous montre, l'application d'huile essentielle sur les quartiers infectés qui montre qu'en 10 jours, on élimine totalement les pathogènes. On part d'un taux de pathogènes qui est de l'ordre de 1 million de staph doré par millilitre de lait et on arrive à zéro systématiquement en 10 jours chez toutes les vaches. Ce qui montre que déjà, il y a une différence avec l'application que l'on pourrait faire avec des antibiotiques qui, au bout de 48 heures, auraient réglé le problème. Deuxième point, on a fait un travail in vitro pour savoir si les huiles essentielles que l'on appliquait étaient actives sur les germes. On a pris des germes pathogènes et des bactéries de la fermentation lactique et on a montré que nos huiles essentielles, quand on les dilue trop, au-delà de 1 sur 500, elles sont inactives. Or, l'évaluation qu'on a fait de leur dilution au niveau de la mamelle, elle est au minimum entre 1 pour 5 000 et 1 pour 10 000. Donc on voit que les quantités appliquées sont inefficaces et pourtant on a éliminé les pathogènes. Et là, la réponse, elle se trouve dans ces courbes-là où on a suivi tous les jours la répartition des cellules de défense. Le pic bleu, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Le pic rouge, ce sont les macrophages. On voit qu'ils se succèdent dans le temps avec une montée en puissance à J3 et à J5. Et on a
ce qui est intéressant, la courbe du bas qui va en montant, qui est le nombre de cellules de la mamelle qui ont été détruites, ce fameux effet délétère lié au stress oxydant. Et on voit que ça monte régulièrement. Ce sont les témoins du combat qui a eu lieu. Donc on a, si vous voulez, une expérience à la fois des oligoéléments et des huiles essentielles qu'on a réunis dans notre Bifool Plus. Donc huile essentielle, on s'est aussi appuyé sur une publication récente qui montre que on arrive à réduire le nombre de portages de spores au niveau du tube digestif quand on applique du thymol dans le sirop de nourrissement. On est passé, nous, à 2,5 fois ce qui avait été proposé en concentration dans la publication, et on a nos fameux oligoéléments dont on a aujourd'hui une idée de leur efficacité depuis déjà pas mal d'années. Est-ce que nous sommes en train d'utiliser un médicament ou un aliment complémentaire? Dans un médicament, on a une cible bien précise. C'est un antiviral, c'est un antibiotique, quel type de pathogène on est capable de tuer avec ce médicament. Dans ce médicament, on va définir la quantité nécessaire, ça s'appelle la posologie, et la durée du traitement. Et il y a un cadre réglementaire qui s'appelle l'AMM, qui va définir en même temps le délai d'attente. Pendant combien de temps la viande, les œufs, le lait ne pourront pas être livrés à la consommation humaine. Et dans l'aliment complémentaire que l'on utilise, c'est toujours le même. On n'a pas une multitude d'antivirales, antifongiques, antibiotiques. C'est toujours le même. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est là simplement pour réguler le système immunitaire et définir le nombre de temps nécessaire pendant lequel il va falloir réguler le système immunitaire. Toujours la même réponse, mais des appuis, des accompagnements du système immunitaire qui vont varier dans le temps. Et tous les composants de Bifool Plus, aujourd'hui, font l'objet d'une réglementation européenne. Ils sont tous sans limite maximale de résidus, donc sans délai d'attente. On est bien typiquement dans un aliment complémentaire et non pas dans un médicament. Dans quelles conditions il va être recommandé de faire le protocole indiqué après avoir fait la partie diagnostic? Bien, tout simplement pour diminuer les mortalités hivernales, ça me paraît évident. Vous êtes avec un outil juste après le traitement antivarrois de la première quinzaine d'août qui va pouvoir être appliqué et va permettre de ramener et d'avoir une population hivernale avec un taux de pathogène beaucoup plus bas. Le coût du traitement est excessivement bas. Il varie entre 0,60 € et 2 € dans le pire des cas par colonie. Donc, effectivement, les gens sont souvent tentés de dire on va commencer par faire une application, ça nous coûte tellement peu. Non, 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 j'insiste beaucoup pour dire il faut commencer par faire un diagnostic parce que ça nous permettra d'avoir une vision dans le temps sur plusieurs années de comment va évoluer votre cheptel. Dans toutes les parties élevage, il est évident que les colonies qui sont réservées à la production des larves ou des œufs pour l'élevage des rennes doivent être complètement nettoyées et on commence 2 mois avant à appliquer le protocole pour être sûr d'avoir un taux de portage de pathogènes qui soit le plus bas possible. Idem pour les colonies éleveuses qui en permanence doivent être accompagnées par ce moyen-là de façon à être sûr que nos nourrices soient les moins contaminantes possibles dans ce qu'elles vont distribuer, puisqu'on a dit que ce que l'on va distribuer va être spécifiquement destiné aux larves et à la reine. Même chose pour la production des mâles. Même chose quand on procède à une division. Moi, je conseille de faire immédiatement, dans la première semaine qui suit la division, l'administration de Bifool Plus, de façon à ce que les nourrices élève les larves dans les meilleures conditions possibles pour que la reine soit issue d'une larve la moins contaminée possible. Et on peut reprendre le système 1 mois après la division pour avoir une première génération à faible niveau de portage. On va faire la même chose dans les démarrages des colonies en début de saison, où là, on va essayer de limiter le nombre de passages, parce que si on fait, par exemple, 5 stimulations, on risque de provoquer un essaimage plus important. On peut à tout moment assister sur les colonies plus faibles et en cours de saison en particulier, voilà ce qui est noté ici. On peut, entre deux mielés à risque, faire 1 ou 2 passages de façon à faire baisser le portage des pathogènes. On peut intervenir à tout moment en isolant une colonie en perte de vitesse, l'amener au rucher hôpital et la soutenir. C'est très spectaculaire, on récupère vraiment des colonies qui semblaient être perdues en faisant peut-être un petit clin d'œil à une autre aujourd'hui publication qui est la ruche basse consommation d'énergie, qui en faisant des espaces réduits pour ces colonies faibles apporte un sacré coup de main pour leur récupération.
Savoir comprendre qu'il y a des situations à risque, en particulier les cheptels destinés aux expérimentations. Là-dessus, il faut vraiment qu'on essaye de faire un peu le ménage. Les transhumances à risque, je les ai signalés. Les garanties à la vente des essaims. Aujourd'hui, il est scandaleux de voir que l'on vend un essaim au mois de mai et que cet essaim sera mort avant l'hiver même. Et que là, quand l'apiculteur amateur va venir se plaindre, on va lui dire ben, c'est parce que tu as mal fait ton traitement anti-varroa du mois d'août. Et c'est toujours la même réponse qui est apportée. En réalité, il l'a fait ou il l'a pas bien fait, mais il a éliminé entièrement, enfin, ou presque, les varrois, mais il a toujours son paquet de pathogènes qui est là et qu'il a eu droit en plus des abeilles qu'il a achetées. Donc là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire pour un peu moraliser la vente des essaims. Il n'y a pas que l'abeille qui soit concernée, l'abeille domestique que l'on connaît. Je fais un petit clin d'œil sur Bombus terrestris, qui est beaucoup utilisé dans la pollinisation des cerfs, où on a montré que 75% des bourdons qui sont vendus avec l'appellation pathogène free sont contaminés par des virus de l'abeille. Et là, ces aires communes de butinage, puisque les bourdons ne restent pas cantonnés au seul cerf et vont sortir, on a des pathologies croisées qui vont apparaître. Les bourdons qui sont contaminés par nos abeilles vont quelquefois nous rendre la monnaie de la pièce en contaminant à leur tour nos abeilles. Un petit mot sur l'abeille rousse, Osmia cornuta et Osmia rufa, qui elle provient d'élevage en plein air avec des contaminations possibles par Apis mellifera, et on voit qu'elle est porteuse des virus de l'abeille. Il y a eu un très beau travail publié en 2013 par des chercheurs belges qui ont montré qu'il y avait en plus des trypanosomes chez les osmies, et que ces trypanosomes du nom de Critidia, lorsqu'ils sont associés à Nosema serranae, provoque d'énormes dégâts chez les osmies, et on peut imaginer chez les abeilles domestiques. Cette publication, qui est vraiment une très belle publication, où il y a un beau travail analytique, où il y a un travail pronostique important, elle est restée comme ça, dans une sorte de lévitation, en attendant qu'on lui apporte la partie, tout simplement, solution. Et comme il n'y avait pas de solution, eh bien, cette publication, elle est passée un peu inaperçue, et puis les auteurs ont peut-être eu le tort la, euh, euh, de la limiter à la relation entre Critidia et Nosema serranae, ce qui fait que le travail intellectuellement brillant qui a été fait là est passé totalement inaperçu. Je rappelle quelques principes généraux. Un seul prélèvement peut être suffisant pour évaluer le niveau de portage des pathogènes d'un rucher. Et tout ça peut être fait à partir d'une ruche populeuse quand on fait un prélèvement en août-septembre, à partir d'une ruche faible quand on fait un prélèvement en début de saison apicole. Chaque fois que l'on introduit des abeilles vivantes dans un rucher, on va augmenter la diversité des pathogènes. Je le répète, c'est un effet cumulatif. L'échange des pathogènes entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques font que vous en reviendrez chaque année à faire une intervention après l'intervention sur varroa. Donc, on voit que schématiquement, on va s'attendre maintenant à faire une intervention première quinzaine d'août sur varroa destructor et deuxième quinzaine d'août sur le portage des pathogènes. Il faut intervenir le plus tôt possible dès qu'on voit une baisse d'activité sur un trou de vol. On peut récupérer énormément de colonies. Je suis étonné par leur réactivité et comment, en aidant leur système immunitaire et leur immunité innée en particulier, on a cette récupération très rapide. Et puis, j'insiste beaucoup parce que il faut travailler le plus tôt possible avant l'apparition des symptômes. On nous a un peu forcé la main sur la maladie noire. Oui, on a vu quand même effectivement un effet curatif, mais on est d'abord positionné comme un aliment complémentaire préventif. Je rappelle que le contrôle de varroa est indispensable, même s'il n'est pas suffisant. Alors, je vais vous donner un exemple là pour que vous compreniez un peu. C'est un exemple très significatif et pas exceptionnel du tout. On a été contacté à la fin de l'hiver 2023 par un couple de jeunes apiculteurs qui avaient 200 colonies, dont perte de 200 colonies à la fin de l'hiver 2023, à la fois sur les essaims et à la fois sur les colonies en production. Ce qui veut dire que l'âge des abeilles, des reines par exemple, n'était pas en cause. On a effectué 2 prélèvements, et sur un des prélèvements, voilà ce que l'on a trouvé, qui est vraiment une collection faramineuse, quoi. On a présence de Nosema serranae, présence de
de loques américaines et on a quelque chose comme 7 ou 8 virus présents. Tous sont à des niveaux plutôt faibles, mais on a vraiment une vraie collection. On a immédiatement fait part de notre inquiétude à ces apiculteurs qui ont mais vraiment compris qu'il fallait faire vite et ont immédiatement, sur l'ensemble de leurs 400 colonies qui restaient, appliqué le protocole qu'on leur proposait avec 4 ou 5 passages de Bifocus 8 millilitres par litre, toutes les 48 heures, 4 passages. Et on a fait un contrôle sur la fameuse colonie ici et vu, alors là, 2 mois plus tard, qu'on avait fait disparaître totalement Nosema serranae, la loque américaine, qu'on avait fait disparaître l'essentiel des virus et qu'il ne restait plus que 2 virus, BQCV et DWB, à des niveaux qui étaient peu inquiétants. Et effectivement, il y a eu une reprise très marquée au niveau de leur cheptel, si bien que la colonie très affaiblie qu'il y avait, qui était plus que sur un cadre, elle a essaimé en mai 2023. À partir de là, ils ont récupéré un essaim sur 9 cadres de hausse. Ils ont encagé la reine au mois d'août. Ils ont constaté sa reprise de ponte et fait de l'acide oxalique par dégoûtement. Ils nous signalent que c'est une reine de 3 ans. Et la colonie fille a fait une mielée qui est une mielée telle qu'elle pouvait l'être. Au printemps, 5 kilos, et puis la mielée d'été que 3 kilos parce qu'il y avait à ce moment-là une sécheresse très forte. Ils ont là aussi engagé leur reine et constaté sa reprise de ponte et mis en place de l'acide oxalique par dégoûtement. Quand on a fait le bilan, on a vu qu'il s'était, ça c'est important, approprié l'outil qu'on leur avait proposé, Bifol Plus, et qu'ils ont fait systématiquement des récupérations de colonies faibles par 3 passages de Bifol Plus dans leur rucher hôpital, qu'ils ont développé tous leurs essaims systématiquement avec 3 passages au passage, qu'ils ont scrupuleusement mis en place le traitement des colonies donneuses de larves et des colonies éleveuses. Et quand on a fait le bilan en fin de saison, je les ai trouvés absolument très sereins. Ils avaient reconstitué intégralement leurs 600 colonies. Ils avaient prévu déjà leur stratégie d'automne en disant, ben, compte tenu de ce qu'on voit et de l'état des colonies, on ne fera que 3 passages, donc c'est relativement rapide. Et ils avaient repéré un rucher de 30 colonies à part, où là, ils avaient quelques symptômes de maladie noire, et ils ont décidé de faire 6 passages. J'étais d'accord avec leur stratégie, et on a fait le bilan. En 2023, ils avaient perdu 200 colonies. Et là, à ce jour, en 2024, ils m'ont fait une grosse frayeur en me disant, oh, c'est de la catastrophe. On a perdu 2 colonies cette année. Vous voyez un peu le bond spectaculaire. Moi, je dis ça, c'est vraiment miraculeux. Alors, je ne veux pas dire qu'on a à chaque fois ça. Aujourd'hui, dans la centaine de cas que l'on a à traiter, on a un échec sur lequel on est en train de buter et pour lequel on a refait une analyse qui montre que on a 2 raisons de cet échec qu'on a repéré. Une forte imprégnation de Nosema serranae qui confirme tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant et le fait qu'il y a eu une mauvaise gestion de la population de varroa. Donc, vous voyez, on doit pouvoir limiter au maximum les pertes, si bien que quelquefois je me culpabilise un peu en disant je ne laisse plus la parole ni aux gens qui s'occupent de la qualité des cires, ni aux gens qui abordent le problème des pesticides. Ils ont leur place. Jusqu'à maintenant, on a montré qu'on avait les pathogènes pesaient lourd. Donc là, petit résumé, Pathobi, le kyste de détection qu'on peut récupérer soit chez Adenucleis, soit chez Solunature. Et puis Bifool, qui est présenté en flacon de 200 ml. Voilà. Vous pouvez poser vos questions maintenant, on va le faire oralement, soit également par écrit sur mon Facebook, Gilles Gromont répond à vos questions, mais surtout au site de Solinature, adv@solinature.fr, sur lequel on développe un blog qui a comme intérêt de connaître les problématiques des apiculteurs, auxquelles je vais répondre avec le plus de précision possible et dont tout le monde peut profiter ensuite pour son propre compte. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Déjà, je pense qu'on peut franchement remercier chaleureusement Gilles pour cette maestria. Je pèse mes mots. Merci, merci, c'est gentil. Peut-être on va arrêter le partage d'écran, comme ça permet aux personnes qui ont l'intention d'intervenir. Très bel exposé en tout cas. Merci beaucoup. Moi, j'en attendais pas moins, mais je suis encore, C'est je suis gentil. encore surprise positivement.
Je vais peut-être lancer ma première question en attendant que les autres continuent de remplir la discussion. Alors, j'ai peut-être pas compris correctement, mais tu as insisté à un moment donné pour dire que le kit d'analyse, donc avec Patobase, je pense, Oui, euh, oui, c'est ça, oui. devait être fait au préalable et que le Bifoul Plus, qui est pourtant pas un médicament mais un complément alimentaire, ne peut pas être, il n'est pas conseillé de l'utiliser en dehors de l'analyse. Ça, j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est des données, c'est Alors, pour ce une qui est fondamental, connaissance? c'est un peu mon dada. C'est qu'aujourd'hui, pour crédibiliser des solutions alternatives, je suis contre toute, j'allais dire, recette. Les recettes ne font pas une médecine. Et il faut d'abord faire un diagnostic, parce que le diagnostic nous permet, à partir de l'analyse, de retrouver une foule d'informations. On peut mettre le doigt très bien sur l'idée que le, euh, euh, le problème est lié à un mauvais traitement antivarrois. Ça, on le mesure à travers notre niveau d'infestation sur les virus que le varroa multiplie. On peut également, ça m'est arrivé, dire, bah, écoutez, on a trouvé un niveau de pathogène, mais c'est assez gentil, c'est pas vers nous qu'il faut trouver la réponse. Et on a un cas, en particulier au printemps, où on a demandé à l'éleveur de faire une enquête précise dans son entourage, et on est tombé sur une catastrophe au niveau des colzas, qui avait eu de gros problèmes là au printemps, et où les agriculteurs avaient utilisé tout leur stock de produits aujourd'hui interdits, et avaient donc provoqué une accumulation au niveau des réserves sans avoir de mortalité forte, hein, mais pénaliser beaucoup les abeilles de l'éleveur qui ensuite avaient constaté dans un temps différé des mortalités qui n'étaient pas des mortalités aiguës, mais des mortalités différées. Voilà, mais on est capable aujourd'hui de faire, parce que si on résume en disant, c'est pas la vente de bateau bifoul qui va nous rendre millionnaires, parce que au prix où est le traitement, c'est un traitement d'un coût plutôt dérisoire. Mais on veut avoir une idée très claire et pouvoir proposer aux apiculteurs une ligne de conduite qui soit valable pour plusieurs années, au moins les 2 ou 3 années qui viennent, et au fur et à mesure, il va pouvoir se rendre compte des modifications, de l'évolution de son cheptel, de la diminution spectaculaire des mortalités, et ça va le rassurer. Donc, ne pas partir comme ça à la fleur au fusil en disant je vais le faire au pif, ça coûte pas cher et on verra bien la suite. D'accord. Moi, je Non, veux non, qu'on je soit comprends très mieux. rigoureux. La méthode ne doit jamais faillir. On doit toujours être avec une méthode qui est une méthode gagnante. Et c'est par le biais de ce diagnostic-là qu'on va pouvoir. J'insiste en disant, c'est toujours le même produit, mais seulement ce que vous ne savez pas évaluer comme ça, en regardant simplement vos abeilles, dont je signale qu'elles n'ont pas de symptômes. Vous ne savez pas évaluer s'il faut faire 3 passages, 6 passages, 8 passages. Et parce que Mhm. là, on voit bien que notre seul échec cette année a été de ne pas euh, proposer à l'apiculteur de revenir encore plus parce que le niveau d'infestation par Nosema ceranae était élevé et qu'on l'a peut-être sous-estimé, on a peut-être été trop confiant dans ce qu'on a proposé. C'était 5 passages, il en fallait peut-être 6 ou 8 et revenir 6 mois plus tard encore avec 4 passages parce qu'il était dans un cas d'une infestation qui dure depuis des années et qu'il a transmis par la voie horizontale et la voie verticale, puisqu'on a montré que les deux existaient, même chez Nosema ceranae, là-dessus. Ok. Bien, je vais peut-être passer la parole. Est-ce que vous voulez intervenir? Donc, très bien, Vous super. m'entendez? Oui, Oui, voilà. oui, oui. Mais, oui, j'avais deux questions. La première, c'était de savoir si on avait fait des comparatifs entre les colonies qui étaient dans des zones agro-industrielles et d'autres, voir s'il y avait vraiment une corrélation à faire entre la quantité de virus présents dans les colonies. Et la deuxième, c'était en fonction du nourrissement, si on avait vu aussi des différences entre un nourrissement donc, au miel et des nourrissements au sucre. La deuxième partie, c'est très vaste, hein. Là, il nous faudrait Mm. plusieurs dizaines de minutes pour aller jusqu'au bout. Mais dans la première partie, on ne nie pas, nous, l'influence des pesticides.
On est simplement à dire quel est leur poids au final. On n'en sait rien parce qu'on est très orienté sur quel est le poids des pathogènes et on se rend compte que la situation est catastrophique d'un point de vue des pathogènes. Donc, on n'a aucune difficulté à l'améliorer. Voilà, c'est ça dans le postulat dont il faut partir. Après, est-ce que les pesticides vont favoriser la multiplication des pathogènes? Vraisemblablement. Je ne suis pas rentré dans les détails trop académiques, mais il y a un dispositif qui s'appelle le NF-kappa B, qui est un- un dispositif par lequel on a des informations qui arrivent à la cellule, qui passent par le même canal ou des canaux similaires, qui fait que entre l'information qui arrive à la modification des gènes, de détoxification, de gestion du stress oxydant ou de l'immunité, ça passe en gros tout par la même fibre. Et là, on a bien sûr quelque chose qui prête à confusion. Et nous, notre mérite, ça a été de dire, à un moment, on pose une hypothèse, et cette hypothèse, on la valide, sans se soucier des mécanismes, des voies de pénétration de l'information dans la cellule, qui sont très souvent des voies communes. Et là, on pèse aujourd'hui. On est capable de dire, oui, les pathogènes ont un poids important. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, quel est le rôle du nourrissement? Il est évident, et je ne vais pas faire la caricature, qu'aujourd'hui, on a des sucres de très mauvaise qualité et je vois toujours une guerre du sucre, moins il est cher et mieux c'est. On voit un mauvais usage parce qu'on fait un usage excessif du sucre qui va complètement perturber. Quand vous voyez que d'un seul coup, on va amener 15 kilos de sucre parce qu'on a piqué des réserves de corps pour pouvoir les extraire et vendre un peu plus de miel, je trouve ça scandaleux. Moi, c'est pas, ça me dépasse. C'est vraiment de la maltraitance absolue par rapport aux abeilles. Les sucres vont avoir une influence énorme sur le microbiote. Je n'ai pas parlé du microbiote là, mais ça pourra faire peut-être un jour. On a fait un énorme travail sur le microbiote chez les ruminants et en particulier chez les jeunes ruminants et chez les volailles. Mais on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à avancer, notre équipe là, sur le microbiote de l'abeille qui est beaucoup plus complexe. Mais il est évident que le sucre va influencer d'une manière très défavorable le microbiote de l'abeille. Je vais également insister sur l'idée que l'abeille sait digérer les acides aminés et non pas les protéines. Qu'aujourd'hui, il est scandaleux de proposer, par exemple, du soja micronisé en disant elle le consomme et ça leur fera du bien. C'est pas vrai du tout. C'est simplement au niveau des acides aminés qu'elle est capable de les assimiler. Et si le pollen est constitué de protéines, il y a un mécanisme de digestion qui fait à un certain stade du tube digestif, ces protéines sont transformées en acides aminés. Est-ce que tu veux d'autres infos là-dessus? Merci beaucoup, c'était très bien, très complet, merci. Je t'en prie. Frédéric, je crois que tu avais une troisième question. Ah oui, concernant les abeilles VSH, est-ce que vous avez fait des comparatifs entre ces abeilles VSH et d'autres abeilles qui auraient une forte charge en varroa? Écoute, pour le moment, je découvre coup après coup, je pose des hypothèses et mon hypothèse aujourd'hui parmi toutes les hypothèses, une des prioritaires est de dire: «Attention, si on lève la charge en pathogène, on va voir apparaître des caractères inespérés au niveau de l'abeille». Et là, sa capacité de détoxification, sa capacité, peut-être, d'extérioriser beaucoup mieux certains comportements comme le VSH, tu vois? J'attends les bonnes surprises et là, je pense que, il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas. Parce que, quand je vois les polyhandicaps qui sont infligés aux abeilles par le biais du portage viral, je me dis que c'est pas possible qu'on ne retrouve pas spontanément des comportements qui étaient masqués par ce portage-là. OK. Donc là, on va attendre un petit peu avant d'avoir la réponse. Oui, tout à fait, tout à fait. On résume? Mais j'ai bon espoir, moi. Merci beaucoup. Merci. La question, c'était: le stress lié à la pression du frelon asiatique qui augmente induit-il une baisse du système immunitaire de l'abeille et augmente-t-il la sensibilité des abeilles aux pathogènes? Oui, certainement. Et pour l'instant, on n'a pas de solution contre le frelon asiatique. On a des pistes de réflexion, mais il est trop tôt pour qu'on en parle là. Euh, Moi, j'admire le travail qui est fait aujourd'hui par tous les gens qui s'intéressent à ce problème-là et tous les trésors d'ingéniosité qu'ils développent pour faire des pièges qui soient sélectifs, pour éloigner le frelon asiatique en période automnale, par exemple. Pour l'instant, je me contente de
regarder ce que font les autres, mais peut-être qu'on aura une observation à la fin de la saison apicole. D'accord, En et tout au cas, niveau c'est prévu. nourrissement, enfin enfin pour, les abeilles extrêmement stressées à cause du frelon, est-ce qu'une solution comme celle que tu as présentée peut être, enfin je suppose un apport, positif? Oui, alors peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait envisager non plus de faire de la stimulation, mais peut-être de faire une période de stimulation suivie d'une période de stockage. 5 litres d'un seul coup de notre milieu sirop dilué avec bifoule plus à la même posologie, 8 millilitres par litre, de façon à provoquer une sorte de blocage de ponte avec quand même une autonomie des abeilles. Ouais, oui, bonjour. Oui. Super, Moi, ma question, c'était compte tenu de la qualité des résultats obtenus par votre méthode. Je voulais savoir si vous aviez pu faire vérifier tant la méthode que les résultats sur la santé de l'abeille. Voilà. Et J'ai pas trop tout à fait compris là. l'idée, c'est que c'est tellement l'approche est tellement probante et c'est tellement novateur que est-ce qu'il y a des scientifiques qui se sont intéressés à votre produit et qui ont validé l'intérêt des oligo-éléments pour la santé des abeilles. Alors, Je sais que vous avez cité des références bibliographiques en début d'exposé, mais oui, oui. Écoute, le travail sur les oligoéléments et leur prise en compte comme des acteurs de l'immunité et non pas comme des catalyseurs, c'est une réponse très personnelle que je travaille depuis environ une vingtaine d'années et qui a reçu dans les autres espèces animales des résultats systématiquement, j'insiste bien sur le mot systématiquement positifs, dans des dizaines de milliers de cas chez les bovins par exemple. Donc là-dessus, on a quelque chose que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de publier parce que je ne suis pas dans le circuit des accès aux revues de publication parce que je ne suis pas chercheur là-dessus, mais peut-être qu'on va peut-être m'aider maintenant à faire sortir de l'ombre un peu ces résultats-là dans les autres espèces. Chez les abeilles, ben non, c'est frais, ça date en gros de 5 ans, alors que peut-être d'une manière antérieure, je faisais moi à titre personnel cet usage-là, mais sans vraiment le mesurer. Voilà pour ce que tu me demandais. Alors également, les, euh, Oui, mais l'académie s'intéresse, oui, les chercheurs ont tous fait un peu, pas tous, non, parce qu'il y en a qui sont vraiment très, qui nous aident beaucoup, mais certains ont été un peu vexés par la rapidité avec laquelle on a amené nos résultats. Alors qu'il faut, pour certains, des décennies de travail, en particulier sur comment faire pour faire baisser le portage des virus. Donc, on a des fois des réticences sur notre méthode expérimentale. Mais d'un autre côté, je vous annonce pour le 16 mai la présentation que je vais faire à l'Académie vétérinaire de France et qui s'intéresse à ce sujet-là, qui a donné sa caution et qui, je crois, va beaucoup nous aider en disant, ben, attendez, ils ont des arguments à faire valoir, on va commencer par les écouter et prendre en compte ce qui est les résultats qu'ils ont déjà obtenus. Alors, je revois Isabelle qui me reparle ici de l'échec du produit sur Nosema, à laquelle oui. elle souhaiterait que je réponde. J'insiste pour dire, pour l'instant, c'est notre seul échec. Alors, vous savez, par étapes, je me fais des souhaits. J'ai souhaité, il y a 3 ou 4 mois, dire je voudrais bien avoir un premier cas de loque américaine pour voir ce que ça donne. On a eu et on a montré qu'on avait expulsé la loque américaine. Après, j'ai dit je voudrais bien avoir un cas d'échec pour pouvoir analyser ce cas d'échec. On vient de l'avoir, ce cas d'échec, et j'ai insisté pour dire on n'a été pas suffisamment vigilant sur Nosema serranae, qui était avec un niveau de, je crois que c'était 18 cycles thermiques, ce qui veut dire que c'était une forte pression. Et on a laissé un peu partir le fait qu'on avait également une forte pression de DWV parce que il y avait certainement une pression due à Varroa destructor. Et aujourd'hui, on reprend le cas, l'apiculteur dit « je ne comprends pas, j'ai encore eu 35% de pertes cette année, donc pour nous c'est un échec vrai ». Et on a fait à nouveau, gracieusement d'ailleurs, une analyse sur son cheptel et on a montré qu'on avait toujours cette pression de Nosema serranae qu'on analyse de la manière suivante. Il a fait son traitement anti-varroa tardivement. Il n'est pas allé vers ce qu'on dit tout le temps, que tout le monde dit, il faut aller vers la première quinzaine d'août si on veut être dans les temps pour faire les abeilles d'hiver.
Et il a donc traîné, il est intervenu, je crois, en octobre, déjà avec une forte pression. 2, il a eu une période de disette énorme en septembre, alors qu'il avait jusqu'en septembre des colonies très populeuses, et puis il les a vues s'effondrer au moment de la disette. Et puis il a différé un peu son bifoul, qu'il a bien fait sur le protocole qu'on lui avait conseillé, 4 ou 5 passages, mais très loin du traitement antivarrois, un traitement qui était lui-même peu efficace. Donc, vous voyez, on a une somme de petites erreurs cumulées qui montrent qu'il faut être extrêmement rigoureux et qu'on essaie, dans les protocoles qu'on propose, justement de prendre tout en compte et de ne pas prendre de risques pour être sûr que le fonctionnement va être au rendez-vous. Merci. Bonjour. Dis-moi. Tout d'abord aussi un grand merci pour votre présentation qui était vraiment super complète. Et comme je le disais, donc j'avais déjà beaucoup de questions, mais chaque fois vous y répondiez au fur et à mesure, donc c'était assez, assez chouette aussi. Mes premières questions qui me restent quand même, c'est vous avez dit qu'on pouvait tirer une conclusion sur l'ensemble du rucher d'un point de vue pathogène, seulement en faisant un seul échantillon dans une colonie. Donc, je voulais un peu savoir si vous avez pu voilà, analyser toutes les colonies du même rocher et puis conclure à cette conclusion-là, ou si vous partez du principe que voilà, il y a le même pathogène dans tout le rocher de manière significative. Alors, c'est en partie sur 2 observations. Celle qu'on a fait sur le rucher, puisqu'on a pu les suivre très régulièrement, et on voit que par le phénomène de dérive, par exemple, on a des mélanges de pathogènes qui se font très facilement, et ça fait partie de nos objectifs. On veut essayer aujourd'hui, parce qu'on a travaillé avec des moyens financiers extrêmement réduits, et on va essayer de faire un appel à projet pour essayer, dans d'autres structures, dans d'autres cadres, de bien valider ce point-là. Parce que, comme c'est le point qui coûte pour les apiculteurs, ils sont tous en train de rechigner en disant: est-ce que ce seul prélèvement qu'on fait va être suffisant? Est-ce que nos 145 €, on ne va pas les regretter très vite? Non, jusqu'à maintenant, pour nous, ils ont été là amplement suffisants, mais ça mérite d'être un point qui doit être approfondi. Donc, c'est notre objectif pour les années qui viennent. Ok, merci. Et alors, une deuxième Super. question par rapport à la répartition des pathogènes. Donc là, c'était plus au niveau du rucher. Mais au niveau de la colonie, enfin voilà, on sait qu'il y a différents rôles dans la colonie. Donc, des abeilles nourrices qui vont plus rester donc, au début dans le centre de la colonie. Est-ce qu'on a une charge en pathogène qui est la même sur toute la colonie, ou est-ce qu'on peut observer des différences de charge en pathogène en fonction des endroits où on prélève les abeilles dans la colonie? Et nous, le système immunitaire de l'abeille évolue. On sait qu'il est au niveau du système immunitaire inné, il est à son maximum pendant la vie larvaire, nymphale et pendant le début, l'émergence des nourrices. Qu'ensuite, il y a une perte d'efficacité au profit de l'immunité sociale, mais qu'en fin de vie des abeilles, on a ce phénomène lié à la phénoloxydase qui remonte à nouveau et qui redonne de l'intérêt, mais en même temps avec une durée de vie qui se raccourcit de plus en plus et de plus en plus vite. Donc, les effets secondaires de ce mode d'action vont s'amplifier en fin de vie de l'abeille. Donc, euh, dire quels sont les individus les plus exposés, inévitablement, c'est la partie couvain et la partie nourrice sur lesquelles on peut imaginer que se passent les choses les plus dramatiques. Mais on sait aussi que par notre moyen de distribution et les solutions qu'on apporte, c'est vers eux que vont préférentiellement nos méthodes de soutien. Donc les larves et les nourrices et la reine qui vont bénéficier le plus préférentiellement. Ouais, et donc cette méthode de soutien passe par l'élaboration de la gelée royale qui est ensuite distribuée aux différents éléments de la colonie. Tout à fait. Et par rapport aux oligo-éléments, est-ce qu'il y a des pollens où on voit qu'ils contiennent plus d'oligo-éléments que d'autres? C'est de là qu'était partie ma réflexion initiale. On dit que globalement, les crucifères ont des taux de sélénium assez élevés, plus que d'autres espèces, que chez les graminées, c'est le zinc qui domine, ainsi de suite. Donc, on voit qu'il faut de la biodiversité et on voit qu'il faut de l'abondance de pollen si on veut avoir un soutien du système immunitaire inné. Ce soutien est suffisant si on était comme on l'était il y a une centaine d'années, avec une colonie au fond de chaque jardin, dans chaque ferme. Alors qu'aujourd'hui, on a un brassage, ça vient de partout, on a des taux de pathogènes extraordinaires, et je dis qu'on est tous coupables d'avoir pas mis en place un suivi sanitaire beaucoup plus rigoureux, quoi. Et comme en même temps, les moyens de réactivité du système immunitaire sont
j'allais dire limité par, la ressource floristique, ben, il faut bien venir en aide à ce système-là. Également, le reproche que je fais et qui m'a toujours, interpellé, c'est que chez les mammifères et chez les ruminants, on a fait la même chose. On s'est intéressé aux voies les plus sophistiquées, les plus finales, comme par exemple, quand on parle de santé en santé humaine, quel est le premier argument qu'on donne? La vaccination. Et on néglige complètement ce qu'on appelle l'hygiène de vie, et c'est-à-dire tout ce qui, dans l'alimentation, peut favoriser un système immunitaire inné performant. On a fait les mêmes erreurs chez l'abeille. On est allé voir ce qui était là le plus sophistiqué, l'ARN interférent par exemple, ou les peptides antimicrobiens. Et puis on a oublié ce qui aujourd'hui reste un beau foutoir, c'est-à-dire cette première partie de l'immunité innée et du stress oxydant infligé aux pathogènes. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez un ouvrage de référence pour en savoir davantage, reparcourir tout ça? Alors, le livre que j'ai publié en 2013 est une synthèse, une approche la plus cohérente possible sur l'immunité chez les mammifères. Avec, par exemple, je me suis amusé à comparer quelles pouvaient être les indications et les limites de l'homéopathie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, à travers les mécanismes de défense, en insistant beaucoup sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome, sur la flore intestinale, sur l'immunité innée, ainsi de suite. Mais par rapport à l'abeille, eh ben, je construis mes apports par petites étapes. Aujourd'hui, on peut trouver sur le site de Sauve Nature des publications que j'ai pu faire dans une revue qui m'a beaucoup abrité, qui s'appelle Abeilles en liberté, et qui dispose d'une lecture des articles avec donc un jury qui m'a encadré, qui m'a permis de publier. Ce mois-ci, dans Abeille de l'Abeille de France. France, pardon, on a un article qui va être publié. J'ai beaucoup sollicité Agnès pour qu'elle me fasse une sorte d'interview éclatée où on pourrait reprendre les mêmes thèmes sous des angles différents. Je pense qu'on le fera si c'est possible dans l'Abeille Compagnie. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant en fractionnant, peut-être pas en faire un pavé comme ça un peu indigeste, mais je compte sur votre sagacité pour me poser les bonnes questions et j'essaierai d'y répondre d'une manière précise. On verra, je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus. C'était là donc la dernière question qu'on va poser ce soir, parce que le temps passe. La fusion de thym va dans la bonne direction, mais c'est très insuffisant. Donc, il faut quand même des concentrations importantes de principes actifs. Mais en tout cas, je préférerais, j'allais dire à titre sympathique, l'infusion de thym au thymol. Ça me permet justement de faire une petite parenthèse pour dire, on nous a mis le thymol comme moyen de gestion, et en particulier, on l'a agréé dans le cahier des charges de l'apiculture bio. Et là-dessus, le thymol qu'on nous propose est un thymol de synthèse avec 50% de thymol lévogir, 50% de dithymol dextrogir. Le lévogir, c'est celui qui se trouve dans la plante et avec laquelle l'abeille a coévolué, elle le reconnaît. Et la forme de synthèse dextrogir est une forme qui est parfaitement agressive et qui explique toutes les précautions qu'on doit prendre quand on utilise du thymol, en particulier de température ambiante, parce que c'est difficile à supporter par l'abeille. J'en profite aussi pour mettre en avant l'idée que le cahier des charges de l'apiculture biologique aujourd'hui est très pénalisant pour les apiculteurs bio, parce que autant on a admis dans tous les élevages en bio l'usage des oligoéléments sous leur forme minérale, autant il n'est pas prévu dans le cahier des charges. Et aujourd'hui, les apiculteurs bio sont obligés ou de tricher ou de renoncer à ces solutions-là. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'ils sont tout à fait, eux, à l'écoute de ces solutions alternatives quand elles présentent un intérêt. Vous voyez, donc on a sur plein de points aujourd'hui un questionnement qui arrive sur des points réglementaires parce que on ouvre des perspectives. C'est la même chose quand je parle de la loc américaine. La gestion des foyers de loc américaine mérite qu'on pose la question sur la couronne qui est autour de ces foyers et comment on peut, par une anticipation, détecter la présence ou non de la loc américaine et comment on peut y remédier pour éviter une propagation. Moi, je vois dans mon Auvergne chérie, par moment, on a des publications de loques américaines qui reviennent et semaine après semaine, on sème l'angoisse chez les apiculteurs parce qu'on déclare de nouveaux foyers de loques américaines. Il me semble qu'il peut y avoir d'autres façons de gérer ces foyers. Merci beaucoup. Chaleureusement, franchement, je suis très contente de cette soirée. Je pense que tout le monde a été
a été fidèle jusqu'au bout. Il y a des remerciements qui pleuvent. Sortons les parapluies. Mais pour moi, Merci à toi. c'était un vrai régal pour moi. Merci, je vous remercie. Voilà, donc à très très bientôt. À Merci bientôt. à vous, merci de votre fidélité, merci beaucoup Gilles, et rendez-vous sur ton site.